Vous vous rappelez comment nous avons relaté l'arrestation du rappeur Pusha T, accusé d'enlèvement et de vol, apparemment contre Gucci Mane et d'autres dans un studio au Texas? Eh bien, nous avons maintenant l'avocat de Pusha T, Bradford Cohen, ici même dans Sidebar. Il le représente dans cette nouvelle affaire pénale. Je veux connaître ses réponses aux allégations du gouvernement, aux preuves supposées du gouvernement, et savoir comment va actuellement son client. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, très rapidement, avant de continuer, je dois vous parler d'une application que je pense que vous allez adorer. Elle s'appelle Upside, d'accord? Upside vous permet de recevoir du cashback, un cashback supplémentaire sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses, les plats à emporter. Voici ce que vous devez faire. Vous téléchargez gratuitement l'application Upside. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 emplacements. Vous payez normalement avec votre carte. Vous vérifiez l'achat et tout simplement vous récupérez de l'argent. Donc, si j'ai besoin de faire le plein ou si je veux commander à emporter un soir, je cherche d'abord les offres sur Upside. Après chaque dépense, l'argent apparaît dans mon appli et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ de cashback par an. Alors, pour commencer à récupérer votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR, mais assurez-vous d'utiliser le code promo SIDEBAR car vous recevrez un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. J'espère que vous pourrez essayer. La semaine dernière, nous avons rapporté l'arrestation de personnes que les autorités fédérales disent impliquées dans le prétendu vol et enlèvement du rappeur Gucci Mane et d'autres. Nous avons désormais l'avocat d'un des suspects, le rappeur Pusha T. Le département de la justice, dans son communiqué, précise à ce sujet, je cite, « 9 personnes, dont des artistes musicaux célèbres, ont été inculpées au niveau fédéral pour enlèvement et vol à main armée. De nombreuses victimes dans un studio de musique à Dallas, a annoncé Ryan Rebold, procureur fédéral pour le district nord du Texas. 8 des 9 personnes ont été arrêtées à Dallas, Texas et Memphis, Tennessee. Parmi les accusés figurent Lantrell Williams Jr., aussi appelé Pusha T, Lantrell Williams Sr., Rodney Wright Jr. alias Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. Ah, et vous vous souvenez comment j'ai dit 8 sur 9? Eh bien, nous avons une mise à jour. Le bureau d'Atlanta du FBI a apparemment confirmé à CBS News, selon un reportage du Saint Louis American, que le 9e suspect, Terrence Rogers, a été arrêté dans une maison d'Atlanta par l'unité des crimes violents. D'accord, donc je veux aborder cela point par point avec l'avocat de Pusha T, célèbre avocat pénaliste des stars, ami de l'émission Bradford Cohen. Bradford, c'est toujours un plaisir de vous voir. Merci de prendre le temps. C'est toujours un plaisir d'être ici. Toujours un plaisir d'être ici. D'abord, pour ceux qui l'ignorent, vous avez déjà représenté Pusha T. Nous en parlerons en détail, mais quelles étaient vos premières impressions quand l'affaire a éclaté? Mes impressions générales sont que, vous savez, j'aime aussi beaucoup Gucci Mane, la victime présumée dans cette affaire. J'ai beaucoup travaillé avec lui par le passé. J'ai travaillé avec lui sur la première affaire de Pusha T. Je pense que c'est grâce à lui que j'ai été impliqué dans cette première affaire. Toute cette histoire a été vraiment dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites avec Pooh et Gucci à l'avenir. Je pensais qu'ils allaient tous les deux vraiment gagner beaucoup d'argent et réussir parce qu'il y a énormément de talent entre eux deux. Donc, j'ai été déçu d'entendre la version de Gucci et j'ai voulu en savoir plus quand j'en ai entendu parler pour la première fois. Nous passerons tout en revue, reviendrons sur l'affaire précédente qui impacte celle-ci et évoquerons la nature de leur relation. Tout d'abord, quel est le statut de votre client? Un juge a décidé qu'il devait rester en détention. Il est toujours en garde à vue. C'est cela? C'est exact. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement, après 3 ou 4 mois d'enquête sur cette affaire, n'a jamais inculpé. Ils ont déposé une plainte, ce qui est rare dans une affaire très médiatisée. Habituellement, dans une affaire très médiatisée, vous publiez un communiqué de presse et diffusez toutes les informations sur ce qui se passe. En général, vous voulez avoir un acte d'accusation en main. Mais là, ils avaient une plainte. Une plainte est généralement déposée lorsqu'ils pensent qu'il y a urgence à agir. On ne voit généralement pas de plainte après 4 mois d'enquête. Donc c'était inhabituel. Et maintenant que la plainte a été déposée et qu'il est détenu sans possibilité de libération sous caution, il cherche maintenant à obtenir un acte d'accusation. Pourquoi pensez-vous cela? Craignait-il la fuite des suspects ou une fuite d'informations? Pourquoi aurait-il voulu se dépêcher? Je pense que c'était, je ne sais pas, je pense que ce n'était pas intelligent. Je n'ai jamais vu cela auparavant, ni qu'on dépose une plainte au lieu d'un acte d'accusation dans une affaire très médiatisée.
Si je devais deviner, je pense que c'est parce que les personnes impliquées ne coopéraient pas pour donner des déclarations au FBI. Ils ont fait des déclarations ce soir-là au service de police de Dallas. Mais depuis cette nuit-là, ils n'ont pas fait de déclaration au FBI. Donc si je devais deviner, je dirais qu'ils ne voulaient pas se présenter devant un grand jury sans aucune déclaration des victimes, sans déclaration actuelle des victimes, ni contact actuel avec les victimes. Et c'était mon hypothèse à l'époque. Et depuis, Gucci a sorti une chanson. Donc je ne sais pas où en est la coopération. J'ai beaucoup de questions à te poser. Avant d'en parler, comment va Pushiesti? Comment il se porte? Il tient le coup. C'est comme n'importe quel prévenu, tu vois. Il y a des hauts et des bas dans les affaires. Et tu sais ça. On parle de différentes affaires depuis très longtemps. Et on sait qu'il va y avoir des moments forts dans les affaires et des moments difficiles. Donc chacun gère ses choses différemment. Pour lui, il a toujours une attitude positive. J'ai une bonne conversation avec lui à propos de l'affaire. Une bonne conversation sur la façon dont on avance à partir de là. Donc il reste positif comme tout prévenu devrait l'être. Ça ne sert à rien de se laisser aller à la dépression ou de se mettre en colère à propos des choses. C'est comme, tu sais, il faut rester concentré sur ton affaire. Je dis ça à tous mes clients. Reste concentré sur l'affaire. Assure-toi d'être prêt pour la guerre, car c'est ce dont il s'agit. Prépare-toi à cela. Et c'est là-dessus que je veux en venir. Je veux entrer dans le vif du dossier. Je veux examiner les preuves présumées avancées par le gouvernement et voir ta réponse à cela. Donc, selon cette attestation sous serment, je veux juste planter le décor ici et essayer de comprendre la relation. Parce que, d'après lui, le gouvernement, il affirme que le 10 janvier 2026, les victimes présumées, identifiées seulement par des initiales dont RD, probablement Gucci Mane, alias Roderick Davis, auraient été volées et kidnappées sous la menace d'une arme dans un studio à Dallas, Texas. Et il y avait apparemment une réunion prévue entre RD et Pushiesti, Lantrell Williams Jr., et apparemment Pushiesti aurait été signé sur le label de RD 1017 Records. On dit que cette réunion portait sur un différend contractuel dont Williams voulait se libérer. Bradford, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Et que peux-tu nous dire sur la nature de leur relation? Tu sais, hein, je n'avais pas grand-chose à voir avec la nature de leur relation d'affaires. Je n'étais pas son avocat en droit de la musique ni en droit du divertissement. Je sais qu'ils avaient un contrat ensemble parce que pendant sa première affaire, Gucci était très impliqué dans ce qui se passait. Il se préoccupait de la façon dont les choses se passaient dans l'affaire et du résultat final de ce que ça allait donner. Donc je savais qu'ils avaient une relation contractuelle. Et je travaille aussi beaucoup pour des artistes qui sont signés chez Atlantic Records. Et je sais que Pooh et Gucci sont tous les deux finalement signés chez Atlantic Records. Donc en général, un artiste est signé sur un label, puis il crée son propre label dont le label principal détient en fait une part. Et ensuite, ils vont signer d'autres personnes. C'est un peu comme une pyramide, sauf que ce n'est pas illégal, mais c'est un peu comme une pyramide où au sommet, il y a, vous savez, Atlantic Records ou Sony. Et juste en dessous, il y a généralement un très grand artiste comme Gucci ou Drake ou quelqu'un comme ça. Et ensuite, cet artiste obtient généralement son propre label pour signer d'autres artistes. Et c'est un peu la relation qu'ils avaient, d'après ce que j'ai compris. Votre client va-t-il nier qu'une réunion était prévue ce jour-là? Les autorités affirment que tous se sont rendus à ce studio d'enregistrement. Je vais lire directement. Vers 15h43, Williams Jr., Williams Sr., Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover, McDaniel sont entrés par le côté est de l'immeuble de bureau. Ils affirment, d'après cette déclaration sous serment, que des images de vidéosurveillance semblent documenter cela. Nous allons approfondir cela, mais la déclaration sous serment mentionne aussi des photos des suspects quittant le bâtiment et montant dans des voitures qui leur seraient liées, partant vers le nord après l'incident. Pour moi, s'ils ont les images ou ce qui est supposé être des preuves, je veux dire les allées et venues, il va être difficile, j'imagine, difficile de nier qu'il y a eu une sorte de réunion ce jour-là, n'est-ce pas, au studio. Donc tout dépendra de ce que les preuves vont révéler. Vous savez, un accusé a toujours le droit de garder le silence. J'attends de voir les preuves avant d'envisager une défense ou de voir ce qu'il me faut pour obliger l'accusation à assumer sa charge de la preuve, n'est-ce pas? Donc c'est au gouvernement de prouver l'affaire. Je n'ai rien à prouver. Le gouvernement a toujours cette charge. Quand nous aurons toutes les pièces, ce qui n'est pas le cas, j'ai seulement vu quelques photos fixes qui ne sont pas très bonnes. Il n'y a pas de vidéo provenant de l'intérieur du studio lui-même.
Il y a certaines données de téléphone portable et d'autres éléments de ce genre qui placent certains individus dans un rayon de 100 ou de 500 yards. Je ne connais pas leur label, car nous n'avons pas eu ces infos, mais cela devrait placer ces individus dans la zone. Et puis ces deux véhicules qui quittent en cette zone, l'un des véhicules serait prétendument associé au père de l'entre elles. Un autre véhicule est lié à d'autres personnes contre lesquelles il porte des accusations. Donc je ne connaîtrai pas la défense spécifique tant que nous n'aurons pas vu toutes les pièces du dossier. C'est juste. Donc oui, Assis ici avec toi, tu sais, il pourrait avoir une très bonne photo de Push Yesti entrant dans le bâtiment où on le voit clairement. Donc ce serait idiot de nier. Mais s'ils n'ont pas ce genre de preuves, s'ils ne peuvent pas produire les preuves nécessaires pour étayer ce qu'ils avancent, alors c'est quelque chose qui doit être examiné. Donc je ne sais pas encore. c'est exact. En somme, tu ne confirmes ni ne nies sa présence au studio, un éventuel litige contractuel ou la nature de cette journée, n'est-ce pas? C'est bien ça. Et ce serait irresponsable et stupide de ma part de dire, écoute, on ne va pas nier ça. Commencer à révéler des choses dont je ne sais même pas s'ils peuvent les prouver ou non. Et écoute, c'est tout à fait juste. Ce que tu peux ou ne peux pas dire et ce que tu veux dire ou ne pas dire, c'est tout à fait juste. Je vais simplement passer ça en revue avec toi, avant qu'on aille plus loin. Il n'y a aucun secret entre nous. Non, 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 des secrets, pas de secrets. Toi et moi, il n'y a pas de secret. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, avant qu'on revienne sur les affirmations du gouvernement, tu as mentionné ce soi-disant diss track, n'est-ce pas? Des rumeurs disent que Gucci Mane aurait enregistré un diss track contre Push Yesti intitulé Crash Dummy. Je vais te lire quelques paroles. On est sortis comme de vrais Crash Dummy. Et après tout ça, garçon, tu es toujours signé chez moi. J'entre dans la pièce. Tu peux sentir la pression monter. Il me salue là-haut alors qu'en fait il complote contre moi tout le temps. Des réactions à ça? Les clients, des réactions à ça? Tu sais, ce qui m'a surpris, c'est ce qui n'est pas dans le diss track. Et ce qui n'est pas dans le diss track, c'est toute mention d'une arme, toute mention d'un soi-disant Draco qui a été utilisé, qui est une version plus courte d'un long AK-47. Aucune mention de ces choses-là. Et laisse-moi te dire, il y a beaucoup de mots qui riment avec gun et Draco, parce qu'on les entend dans tous les morceaux de rap d'ici jusqu'à la fin des temps. Surtout quand tu as des rappeurs, ces soi-disant rappeurs drill, qui parlent de fusillade et de choses de ce genre. Donc j'ai été surpris qu'il n'y ait pas plus de détails, comme le fait que des armes aient été utilisées ou des choses de ce genre. Je n'ai jamais d'avis sur le disque, la chanson ou le diss au track de quelqu'un, parce que je pense qu'un artiste va dire ce qu'un artiste a à dire. Et ça vient de leur point de vue et c'est basé sur ce qu'ils pensent s'être passé dans n'importe quelle situation, ou sur quelque chose qui ne s'est pas passé mais qu'ils pensent pouvoir vendre des disques. Donc je ne sais pas. Dire que j'étais inquiet ou non à ce sujet m'est égal. Cela ne devrait même pas compter. Donc tu ne penses pas que ça pourrait forcément être utilisé comme preuve d'une quelconque manière? Non? Je crois que cela ne servirait de preuve que si Gucci Mane témoignait en disant je ne me souviens pas de cette nuit. J'étais sous médicaments, ou j'avais bu et j'étais sous médicaments. Je ne suis pas certain de comment tout s'est passé ou quelque chose dans ce genre. Alors le procureur pourrait peut-être utiliser ça pour le discréditer d'une certaine manière. Sinon, cela ne sera pas admis comme preuve. S'il ne le fait pas, vous savez, s'il dit qu'il se présente et qu'il dit ouais, je me souviens, c'est un peu flou, mais je me souviens de certaines choses, alors ça ne sera pas présenté si son témoignage correspond à ce que raconte la chanson. Laissez-moi passer en revue les principales allégations de cet incident, puis nous allons entrer un peu plus dans les détails. Donc, il y aurait eu, selon le gouvernement, une dispute. Et ils affirment que cela se termine avec Williams Jr., encore une fois, Push IC, accusé d'avoir sorti un pistolet noir de type AK, de l'avoir pointé sur RD, vraisemblablement Gucci Mane, et d'avoir exigé qu'il signe les papiers de résiliation du contrat. RD aurait obéi, il l'a signé. Et ensuite, il y a l'affirmation selon laquelle RD n'a pas été autorisé à partir car il était retenu sous la menace d'une arme. Donc, il y a des allégations selon lesquelles Wright aurait également filmé RD en train de signer les papiers et d'être forcé de dire qu'il libérait Williams Jr. du contrat. Il est allégué que Williams Jr. a pris l'alliance, la montre, les boucles d'oreilles et de l'argent liquide de RD. D'autres accusés auraient sorti des armes et exigé des biens d'autres victimes. Une allégation affirme que McDaniel aurait menacé de tirer sur BP et que MM aurait été étranglé jusqu'à presque perdre connaissance. Et dans la plainte sont intégrés ce qui semblent être des photos montrant prétendument des coupures ou des éraflures sur le cou et le poignet de MM. Il est aussi affirmé que son portefeuille, ses montres, un sac Louis Vuitton et des écouteurs auraient été volés. Je vais lire cette partie mot pour mot, puis nous en parlerons. RD a été poussé sur le canapé dans la régie, amenant les victimes à croire qu'ils allaient être exécutés. Williams Jr. a pointé une arme sur la tête de BP et a ordonné à lui et à RD de quitter la régie et le studio par l'entrée ouest de l'immeuble.
RD a alors demandé à CW et TD de les accompagner jusqu'à leur véhicule. Alors que les victimes partaient, MM s'est tourné vers Williams Jr. et lui a demandé s'il prenait vraiment ses montres. D'après les images de vidéosurveillance récupérées plus tard, les suspects visés ont quitté le studio et l'immeuble de bureau par l'entrée est vers 16h48. Donc, il y a beaucoup de questions ici. Bradford, je vais commencer par celle-ci. S'il existe cet enregistrement présumé de RD signant le contrat contre sa volonté, qu'est-ce que nous devrions en penser? Jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'enregistrement, et personne n'en possède une copie pour le moment. Je ne sais pas s'il y aura un jour une copie de cet enregistrement. Il n'existe aucune copie du contrat présumé qui aurait été signé, et aucune n'a été fournie lors de l'audience de remise en liberté sous caution. Et ils ont même dit qu'ils ne savent pas si un tel document existe réellement. Ils supposent qu'il en existe un. Voilà pour cette partie. Ensuite, la partie intéressante concerne la question. Est-ce que je me fais vraiment voler mes montres? C'est un genre de déclaration étrange à faire entre ces personnes. Et puis après, ce que je trouve aussi vraiment important, c'est le manque de rigueur dans la plainte. Au début de la plainte, si vous lisez, il est indiqué que ce vol a eu lieu vers 16h50 à cette adresse. Puis plus loin dans la plainte, il est indiqué qu'ils sont tous partis à 16h48 à cette adresse. Donc, même la négligence de la plainte est assez choquante quand il s'agit de quelqu'un qui est accusé d'un crime passible de la réclusion à perpétuité. Ce n'est qu'une des erreurs qui ont été commises dans cette plainte. Il y en a d'autres, ainsi que des contradictions qui se sont produites dans cette plainte et qui étaient très inhabituelles. Mais il y a aussi une autre partie où ils disent que Lantrell Pooh a pointé cette arme sur la tête de quelqu'un et a dit toutes sortes de choses. Il y a aussi une partie de la plainte où il dit à un gars « Pose ton arme, ne tire pas sur ce type » ou quelque chose de similaire. Donc, il y a beaucoup de déclarations contradictoires qui ont été faites dans la plainte, sans parler de la façon bâclée dont la plainte a été rédigée. Lors de l'audience sur la libération sous caution, ils ont été malins en faisant venir l'agent du FBI qui a rédigé la plainte, en poste depuis seulement 3 ans. Ils l'avaient en salle d'audience, mais ne voulaient pas qu'elle témoigne pour éviter un contre-interrogatoire. Ils ont fait témoigner un autre agent du FBI avec 16 ans d'expérience. Ils l'ont fait témoigner à la barre pour parler de ce que l'autre agent du FBI avait écrit dans sa plainte. Toute cette affaire était assez inhabituelle. Et comme je l'ai dit, c'est étrange qu'il fasse cela sans acte d'accusation et juste avec une plainte, mais j'ai mes soupçons quant à la raison. Eh bien, cela revient à quelque chose d'autre que tu as mentionné. Il semble que beaucoup de choses reposent sur les témoignages des témoins, n'est-ce pas? Pas sur ce qui s'est passé ou ce qui serait arrivé dans ce studio. Et tu as mentionné quelque chose plus tôt que je voudrais approfondir. Tu dis que ces prétendues victimes ont raconté à la police locale ce qui s'est passé ou ce qui serait arrivé, mais qu'elles n'ont pas parlé au FBI. Donc, 2 questions à ce sujet. Premièrement, d'après ce que tu sais, ce qui est indiqué ici, les affirmations du gouvernement, est-ce que c'est exact par rapport au rapport déposé par la police locale? Pourquoi n'aurait-elle pas parlé au FBI si c'est vrai? Donc pour la première partie, je ne sais pas parce que les rapports que j'ai reçus ce soir-là, de la police de Dallas, sont complètement caviardés. C'est-à-dire qu'on dirait, tu sais, une mer de noir sur ces rapports. Donc les rapports de cette soirée ne me donnent pas beaucoup de détails sur ce qui a été dit exactement ou qui l'a dit. Ça, c'est la première partie. Donc, je ne peux pas te dire si c'est fidèle à la plainte ou non. Je peux te dire que la plainte est plutôt bâclée en ce qui concerne ce que chaque personne a dit et où les choses se sont passées. Mais en mettant ça de côté, c'est la première partie de ça. Pourquoi n'aurait-il pas parlé au FBI? Parfois, il peut arriver quelque chose et tu ressens une certaine émotion ce soir-là. Et puis le temps passe et tu commences à réfléchir à tes options et à comment ça va se passer. Et que je dois être, en quelque sorte, à la disposition du FBI, assigné à comparaître à Dallas, au Texas, assigné à comparaître pour des appels téléphoniques et différents mémos et différentes choses à venir. Et tu sais, c'est assez inhabituel. Le monde du hip-hop et du rap voit la délation de différentes manières. Et parfois, les gens disent que tout est de la délation. Un gars avec un podcast pense que tout est de la délation. Plaider coupable ou faire quoi que ce soit, c'est de la délation selon lui. Donc les gens sont vraiment divisés, tu vois, ces gars-là sont de vrais gangsters, mais d'un autre côté, maintenant, ils balancent. Et puis d'autres disent, eh bien tu sais, le gaz est un homme d'affaires maintenant. Ce n'est plus un mec de la rue. Et tu sais, c'est comme ça, il faut mener ses affaires d'une certaine manière. Beaucoup de choses se passent d'ici, beaucoup de dynamique. Je ne sais donc pas pourquoi ils n'ont pas parlé au FBI depuis 3 ou 4 mois. Le FBI semble penser que c'était juste un simple conflit d'emploi du temps, ce que j'ai vraiment du mal à croire. Vous l'avez dit à l'audience sur la remise en liberté sous caution? Oui. Elle l'a dit. Oui. Nous n'avons pas pu nous réunir ces 4 derniers mois.
5 témoins différents n'ont même pas pu se connecter sur Zoom, ni vous donner quoi que ce soit. Ils étaient trop occupés. Donc vous voyez, je n'y crois tout simplement pas. Maintenant, pour ce qui est de savoir s'ils vont coopérer à l'avenir et à quel niveau, ça je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne compte jamais là-dessus dans aucune affaire. Je pars du principe que les affaires avancent sur la base des preuves présentées lors de l'audience sur la remise en liberté sous caution. Et je pars du principe qu'ils me disent la vérité, qu'ils vont coopérer. Vous savez, le FBI dit qu'ils vont coopérer. Donc je ne peux pas partir du principe qu'ils me mentent. Je prépare mon dossier comme s'ils me disaient la vérité. Que ce soit le cas ou non lors du procès, en général, ce n'est pas le cas. Je voudrais maintenant aborder un élément précis de preuve présumée concernant votre client qui faisait partie de ce dossier. Et il aurait été utilisé, uh, you know, to- pour justifier l'arrestation. La plainte indique que votre client portait un bracelet électronique à la cheville pendant sa peine, lié à l'affaire précédente pour drogue et armes. Comme vous l'avez dit, il a été condamné à une assignation à résidence avec surveillance électronique. Et ils disent que les autorités ont pu, soi-disant, utiliser les données de localisation de ce dispositif pour apparemment suivre ses déplacements près de la scène du crime. Et je crois qu'ils disent que le bracelet électronique a été utilisé pour suivre lui et Williams Senior jusqu'à un Staples. Et l'allégation était qu'ils sont allés dans un Staples tôt dans la journée pour imprimer cet accord, imprimer les documents de résiliation contractuelle qu'ils disent avoir forcé RD à signer plus tard. Et les autorités fédérales affirment aussi que la vidéo de surveillance et les données GPS les placent là-bas. Alors, parle-moi du bracelet électronique. Bien sûr. D'abord, parlons de l'histoire de Staples. Franchement, je me fiche qu'ils soient chez Staples. Ils vont simplement dans un studio d'enregistrement. Et normalement, mes clients impriment généralement les paroles pour différentes personnes. Si 5 personnes partagent un morceau avec une section chacune, elles impriment généralement ces parties. Donc l'histoire de Staples ne me dérangeait pas. Le bracelet électronique, encore une fois, on me dit, voici les données. Mais quand je les reçois, ce n'est généralement pas ce qu'on m'a présenté. Peut-être que cette fois-ci, c'est exact. Si oui, on s'en occupera. Alors tu sais, dans ce cas-là, on n'utilise pas une certaine défense du genre «Oh, eh bien, il n'était pas là», ou «il était dans la zone», ou peu importe. Nous devons élaborer la défense et trouver un moyen de nous assurer que le gouvernement respecte sa charge de la preuve. Donc peu importe ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont. Donc oui, Portait-il un bracelet électronique? Tu sais? Oui. ils portaient un bracelet électronique. Et s'ils ont les données et que ces données sont exactes, alors on s'en occupera. Mais je ne sais pas si c'est le cas. Tu sais, j'ai eu une affaire de meurtre à Tampa que j'ai fait classer, où il disait «Ce téléphone, il le place exactement sur les lieux au moment de la fusillade». Puis j'ai obtenu les données. Ça le place à moins de 320 mètres de la scène, quelque part près de l'heure de la fusillade. Donc, c'est toujours une petite nuance entre ce qu'ils disent et ce que j'obtiens. Il y a généralement une différence. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas ici. Ça ne l'est peut-être pas, donc je dois d'abord voir quelles sont les preuves réelles et ensuite je m'en occuperai. Parlons des preuves concernant l'identification du véhicule et les relevés téléphoniques. L'affidavit affirme que le père de Wright possède une Dodge Charger L4 2020 avec des plaques du Tennessee. Et les autorités auraient utilisé des lecteurs de plaques d'immatriculation pour suivre la Charger qui suivait une autre voiture, une Dodge Ram, à 14h18 le 10 janvier. Ensuite, ils affirment que la Dodge Ram ressemble à celle vue sur la vidéo de surveillance près du studio, puis près de la scène du crime plus tard. Ils auraient aussi utilisé les lecteurs de plaques pour relier la Charger à une Buick enclave blanche à proximité. Grâce au dossier de location, ils ont établi que l'enclave avait été louée par Williams Senior, ainsi qu'aux relevés téléphoniques de Williams Jr., votre client et d'autres, et aux données de localisation télématique et GPS des voitures et du dispositif de surveillance électronique. Les autorités affirment qu'elles suivent leur trajet de Memphis, Tennessee à Dallas, Texas, que le dispositif de surveillance électronique correspondrait prétendument au relevé, retraçant jusqu'à la Winrose Tower où Williams Jr. résidait soi-disant, se rendant sur la scène présumée du crime, puis quittant les lieux pour aller au Comfort Inn à un moment donné. Et, d'ailleurs, concernant le Comfort Inn, les autorités auraient les dossiers de location des chambres et des images de vidéosurveillance qui les montreraient à cet endroit, et que certains des prévenus portèrent des vêtements très similaires à ceux que les suspects auraient portés au studio d'après les images de vidéosurveillance. Je sais que ça fait beaucoup, Bradford, mais c'est surtout des preuves numériques. Vidéosurveillance, dossier de location, voiture, GPS. Explique-moi tout ça. Pour faire court, si tout cela est au vrai,
Au mieux, ça ne fait que placer tout le monde sur les lieux, non? Ça ne dit toujours pas si un vol a eu lieu, ça ne dit pas non plus qu'un enlèvement a eu lieu. En fait, l'élément juridictionnel de tout ça est vraiment problématique parce qu'il ne précise pas les dates du voyage du Tennessee à Dallas. Or, l'enlèvement répond à des critères très précis. Il faut voyager pour qu'il y ait enlèvement fédéral. Il faut voyager pour accomplir le crime dont on vous accuse. Ces gars-là étaient là pendant une semaine ou une semaine et demie à enregistrer des chansons et à faire tout ça. Donc pour l'élément de compétence territoriale, il ne mentionne même pas où Pooh vit réellement à Dallas. La prétendue victime est venue à Dallas de son plein gré, ce qui, encore une fois, est un élément de l'enlèvement qui n'est pas présent. Toutes ces différentes choses concernant la compétence territoriale. À l'audience de remise en liberté sous caution, ils ont affirmé que l'utilisation du téléphone pour enregistrer la signature relevait de la clause de commerce et affectait le commerce interétatique. Le problème est qu'une jurisprudence précise indique que le téléphone portable doit faciliter l'enlèvement. Donc filmer quelqu'un puis envoyer la vidéo à Bob Smith en disant «Et si tu ne me paies pas une rançon, voici la vidéo de ton gars». Ça, c'est pour faciliter le crime. Filmer quelqu'un en train de signer prétendument un contrat, ce n'est pas pour faciliter le crime. Donc, ils vont avoir beaucoup de problèmes de compétence. Je sais qu'ils s'activent pour essayer de renforcer ça avec la compétence. Mais en gros, ils n'ont trouvé aucune arme. Ils ne peuvent pas dire si l'arme a été fabriquée au Texas. Si c'est le cas, cela n'affecte pas le commerce interétatique. Aucune munition trouvée. Si les munitions ont été fabriquées au Texas, ça n'affecte pas le commerce interétatique. La seule utilisation du téléphone dans toute cette affaire, c'était ce prétendu enregistrement, que personne n'a. Ils ne peuvent pas dire que cela a influé sur l'enlèvement. Ils ont donc un problème à ce niveau. Ils ont un problème tout au long de cette affaire concernant la compétence. En ce qui concerne la preuve que le téléphone ou quelque chose lié au commerce interétatique a été utilisé pour faciliter l'enlèvement. Ça va être un vrai problème pour eux qu'ils n'abordent pas. Et toutes ces plaintes, tous ces actes d'accusation, ils insistent beaucoup sur ce qu'ils ont parce qu'ils veulent dire «Ah, on les tient ici, on les tient ici, on les tient ici». Ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de vidéo, ils n'ont pas de vidéo à l'intérieur du studio. Ils n'ont pas d'autres témoins à part les prétendues victimes. Il y avait 2 autres témoins là-bas. Ces témoins disent «Nous n'avons rien entendu, nous n'avons rien vu. Personne ne nous a rien dit. L'un d'eux est le propriétaire du studio. L'un d'eux, je crois, est un stagiaire du studio. Et ce n'est pas un immense studio. Il y a quelques studios d'enregistrement différents, mais ces gars-là étaient les seuls à enregistrer là-bas. Ils n'allaient pas vérifier d'autres studios pour voir comment allèrent les autres. Il n'y avait qu'un seul groupe sur place. Donc c'est étrange qu'ils n'aient rien entendu ni rien vu. Toute cette histoire est bizarre. Et le fait que MM dise, tu sais, qu'ils marchent vers la porte avec tout le monde et qu'ils disent «Eh, vous êtes vraiment en train de prendre mes montres», ça ne me paraît pas crédible qu'une personne qui a failli se faire tirer dessus au visage dise ensuite «Eh, au fait, vous prenez vraiment mes montres». Ça me paraît fou. Donc j'opposerai ça comme contre-argument. Oui, je m'y opposerai. Donc, les blessures présumées sur MM, ajoutez à cela l'idée de ce que nous avons mentionné. Si toutes ces données numériques sont vraies, cela pourrait les placer sur les lieux. Mais c'est la partie dont nous n'avons pas parlé. Dernière partie, j'aimerais avoir ton avis sur ton point. Il s'agit des comptes sur les réseaux sociaux. Donc les autorités, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont comparé les descriptions de, disons, Williams Jr., provenant des témoignages des victimes présumées, à un compte Instagram appelé Pooh Shiesty. Donc, soi-disant, voilà, ils montrent une correspondance. C'est la personne que nous avons décrite. Voilà ce qu'il en est. Mais ensuite, ils finissent par faire la même chose pour d'autres. Donc, ils mentionnent Williams Senior Wright, Waters, et expliquent qu'il existe des photos d'eux ensemble en ligne et qu'ils auraient aussi fait correspondre les pièces d'identité officielles avec les comptes. Et pour les suspects, Rogers et Glover, ils auraient fait correspondre les images de vidéosurveillance avec des publications sur les réseaux sociaux où ils possèdent soi-disant les objets qui auraient été volés, comme une montre Rolex et un pendentif. Ce sont des objets très très spécifiques, donc l'argument serait qu'il est très peu probable qu'ils aient exactement la même chose. En résumé, l'argument est qu'ils les exhibent après cet enlèvement et vol présumé. Les autorités ont également examiné les images de vidéosurveillance, ont vu ce que les suspects portaient et ont fait correspondre cela aux descriptions des vêtements qui apparaissaient sur leurs comptes de réseaux sociaux. Donc, c'est l'activité sur les réseaux sociaux que les autorités utilisent pour relier l'identité des suspects et ce qu'ils auraient eu en leur possession après l'enlèvement et le vol. Bien sûr, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante. On aurait dit que Gucci est apparu avec exactement les objets qui auraient été volés en disant quelque chose comme «Voici ma chaîne et voici autre chose». Je pense qu'il a effectivement montré des bijoux qui auraient été volés et qu'ils étaient toujours en sa possession.
C'est la première chose inhabituelle. L'autre chose inhabituelle concerne les montres et objets similaires. Le gouvernement disait seulement qu'il ressemblait à ce volet. Cette montre ressemble à celle qui a été prise. Ils ne peuvent pas dire si c'est bien cette montre ou non. Et en fait, pour l'une d'entre elles, où ils ont dit, ah, je crois que c'était une Rolex avec un bracelet de Jubilee. J'ai oublié le modèle exact de la Rolex, mais ils ne peuvent pas dire que c'est bien cette Rolex-là. Et en fait, la personne qui possédait cette montre a un reçu prouvant l'achat de cette même Rolex. Et sur la photo suivante sur son Instagram, on voit la boîte, les papiers et le reçu d'achat de cette Rolex. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans que je trouve peut-être inhabituelles. Il n'y a pas absolument tout ce qui a été pris. Je crois qu'une Rolex et des bijoux apparaissaient sur certaines photos Instagram. Encore une fois, il ne s'agit pas de photos Instagram de Push Ice-T, mais de celles d'autres personnes qui auraient été impliquées. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir joué le jeu en analysant les preuves avec moi. Vous êtes un avocat incroyable, vraiment incroyable. Je devais vous le dire. Et j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps d'analyser tout cela avec moi. J'ai vraiment trouvé que c'était une discussion fascinante. Et on verra bien. Encore une fois, pour être clair, ils sont tous innocents jusqu'à preuve du contraire. C'est la version des faits du gouvernement. Ce sont les preuves du gouvernement. Vous avez totalement raison. Ils doivent encore apporter la preuve. Nous en sommes au début de cette affaire. Bradford, vous êtes le meilleur, une vraie perle rare. Merci d'être venu et de m'avoir permis d'en parler. Je vous en suis reconnaissant. Merci Jesse. C'est tout pour le moment sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.